Bien, bonjour tout le monde. Ça fait bizarre de succéder à Sénèque comme ça, 2000 ans plus tard. Mais quand même, on percevait que la caricature est la même presque depuis 2000 ans. L'ironie est la même. J'ai adoré la définition de la satire que M. Devio a fait. C'est exactement la caricature, c'est le mélange des grands genres avec des langages populaires, avec tout le mixage de plein de choses dans la caricature. C'est exactement ça. Eh bien, ça me fait plaisir de suivre Sénèque pour vous parler d'aujourd'hui, en 2016, où en est la caricature, où est la relation de la caricature et surtout les hommes politiques et la société. Et j'aimerais beaucoup répondre à vos questions, plutôt que de vous faire un grand discours, parce que j'aime bien réagir comme ça sur le livre. Je pense que même Anne avait une question déjà en partant. Oui, je me demandais, Sénèque n'a pas écopé après ça, après cette caricature-là, de la même façon chez Aristophane, Cléon, le démagogue qui l'attaque constamment. Finalement, ça n'a pas été très mal dans sa vie à cause de ça. Et je me demandais s'il y avait un jeu entre les caricaturistes et les hommes politiques, et si les hommes politiques, d'une certaine façon, là je ne parle pas de Claude, mais dans d'autres systèmes plus démocratiques, n'apprécie pas d'une certaine façon d'être caricaturé plutôt que tomber dans l'insignifiance ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez aperçu ce genre? Oui, tout à fait. C'est assez comique parce que les politiciens, quand ils arrivent en politique, la caricature, c'est vraiment un baptême. C'est vraiment, ils s'attendent, quand ils sont élus, quand ils sont nommés, ils attendent le jour où ils vont voir leur première caricature et vraiment, ils épluchent les journaux, ils cherchent. Puis moi, je me rappelle, dans un salon du livre, maintenant, il y a une dame qui était venue me voir. Puis elle dit, ouais, je travaille dans un ministère, je travaille avec le tel ministre, il est très gentil, tout ça. Et on se demandait pourquoi il n'y a pas eu sa caricature encore. J'ai compris qu'elle envoyait un message comme ça. J'ai d'autres politiciens qui venaient, puis ils sont tous différents. Ils sont vraiment gentils que les caricaturistes, les politiciens. Ils nous voient, ils sont tout gentils avec nous autres, puis ils prennent toujours le plus beau profil. Mais ils espèrent ça parce que je pense que dans les pays démocratiques comme le Québec, la caricature renvoie aux politiciens une image qui est la perception que les gens ont dans le public de leur personne. Je pense que leur entourage leur dit « t'es bien bon, puis fonce, tout ça ». Mais nous, les caricaturistes, on leur envoie une autre image. Et cette image-là, ils veulent la connaître, ils veulent voir un peu c'est quoi. Et probablement que des fois, ça les froisse un peu, ça les choque. Des fois, même, il y a des gens, ça les mettait furieux. Il y a certains politiciens qui détestaient ça, effectivement, la caricature, parce que, pour ne pas le nommer, Daniel Johnson trouvait qu'on avait nuit énormément à son pouvoir, les caricaturistes. Ils disaient qu'on avait démoli son image publique, que ça avait été complètement nuisible. On a d'autres politiciens qui semblent complètement hermétiques à la caricature. On va prendre un exemple de Jean Chrétien, par exemple. On l'a tellement magané et ça ne l'a jamais dérangé, puis il a été élu 3 fois. Donc, ils ont un rapport ambigu, mais en général, ils aiment ça. Il y a des grands collectionneurs de caricatures. Paul Martin est un des plus grands collectionneurs de caricatures au Canada. Il y a une collection vraiment impressionnante. Mme Marot a quand même aussi beaucoup de caricatures. Donc, ils ont un rapport... ça les intéresse, ils aiment ça. Il y en a, Mme Boucher, l'ancienne mairesse, les découpait, les collait dans un cahier. Donc, ici, dans la démocratie, on accompagne le politicien, puis je pense qu'on est comme l'image qu'ils ont, qu'ils veulent voir. Mais c'est complètement différent si on va dans d'autres pays. Si on va dans encore maintenant, il y a des caricaturistes qui sont emprisonnés de façon... À chaque année, il y en a 2 récemment en Turquie qui ont été emprisonnés pour avoir reproduit des caricatures de Charlie Hebdo. Ils n'avaient même pas fait, ils les avaient simplement mis dans un journal. Donc, et les dictateurs... C'est drôle, s'il y a des gens qui savent le pouvoir de la caricature, c'est eux. Parce qu'ils ont tellement peur de la caricature qu'ils emprisonnent les caricaturistes. Donc, ils savent qu'elle a un certain pouvoir. Lequel est, c'est difficile à définir. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas une manifestation publique, par exemple, sans des gens qui ont une caricature au bout d'une pancarte. Ça peut créer un rassemblement à la caricature autour de certaines images. Et ça, les politiciens de ces pays-là détestent ça, se voir en figurine, alors qu'ici, on est habitué, là. Maintenant, ils aiment ça, je peux vous le dire en général. Oui.
j'aimerais savoir, je vais poser ma question à partir du texte que j'ai lu. Je crois l'histoire de la caricature au Québec de Murat Falardeau. C'était lorsque votre grand prédécesseur est arrivé au Soleil, Hunter, qui est un magnifique caricaturiste. Je pense que c'était peut-être le premier au Soleil, ou l'un des premiers. Et là, il se fait dire, on le prend, mais il se fait dire qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Et alors, il ne faut pas qu'il touche M. Saint-Laurent, qui est le premier ministre du Canada, et il ne faut pas qu'il touche le pape, puis il ne faut pas qu'il touche la reine. Alors, c'est trois. Alors, ma question, est-ce qu'il y a encore des interdits dans certains journaux? Et deux, est-ce que vous pouvez relier ça à ce que vous faites dans Le Soleil depuis que vous publiez, en plus des caricatures quotidiennes, vous publiez à l'occasion, au début ça a été une fois la semaine, maintenant c'est 2 fois la semaine, des caricatures que vous qualifiez de laissées pour compte, et qui sont d'ailleurs publiées plus discrètement, un petit peu plus bas, un peu plus... pouvez-vous nous parler de ces laissés pour compte, d'une part, et quel rôle ils jouent dans le processus de la caricature? Puis deuxièmement, nous dire, là je reviens à la première partie, première, oui. À la première, ben, est-ce qu'il y a, soit au Soleil ou soit ailleurs, des choses que la direction... Je peux vous dire qu'il est absolument interdit que je fasse une caricature sur le maire de la Beaume. Ça, c'est clair, j'ai pas le droit. Il y a bien ça. Non, il n'y a pas... ça, c'est parce qu'à l'origine, les journaux, on remonte il y a plusieurs décennies, le caricaturiste était le porte-parole d'un journal. Et souvent, les journaux étaient très, très orientés. Il y avait le journal catholique, libéral, le journal... en France, il y avait le journal de gauche, le journal de droite, le journal communiste, tout ça. Et quand on engageait un caricaturiste, évidemment, on voulait avoir quelqu'un qui porte ce message-là, qui porte cette parole-là. Si tu es un journal communiste, puis tu engages quelqu'un qui fait la promotion du néolibéralisme, il y a comme un problème. Tu sais, donc, ça a été ça pendant des années. C'est juste au tournant peut-être des années 60 que ça s'est mis à changer avec la syndicalisation des journalistes, la syndicalisation des caricaturistes. Et on a acquis un statut indépendant de journaliste, c'est-à-dire qu'on est vraiment indépendant. Et moi, actuellement, il n'y a personne jamais qui est rentré dans mon bureau, il n'y a personne même qui penserait pouvoir le faire. Il n'y a aucune contrainte, je suis libre, je choisis mes sujets, je choisis ma façon de les aborder. Et en 20 ans, c'est jamais arrivé qu'on me fasse une remarque. C'est arrivé une fois aussi, on m'a dit, cette caricature-là, t'es peut-être mieux d'attendre, ça propose de M. Landry, parce que sa femme était malade, tout simplement. Il m'a dit, bon, ce ne serait peut-être pas la bonne journée, puis je comprenais, ça n'avait rien à voir avec la censure. Donc, il n'y a aucune contrainte là-dessus. Ça, je peux vous l'affirmer. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent, ils me parlent tout le temps de la censure, hein, il y a toujours de la censure, mais je ne la connais pas, la censure au Soleil, en tout cas ici, dans nos pays. La deuxième question, vous parlez des... C'est pas des laissés pour compte, c'est les laissés de côté. C'est parce que... Quand j'arrive au bureau le matin, j'essaie toujours d'avoir au moins une dizaine de projets de caricature dans la journée. Une dizaine de sujets, d'approches différentes. Et comme j'en publie juste un dessin, il y en a 7, 8 ou 9 ou 10 qui restent dans des cartons. J'ai tout près de 45 000 projets de caricature qui n'ont jamais été publiés, qui sont accumulés dans des boîtes. Et là, ben, il y en a des fois que on trouve ça dommage. Il y a des semaines, par exemple, il y a beaucoup d'actualités, puis on aurait publié 16 caricatures cette semaine-là. Donc, avec la direction, c'est entendu que j'en passe 2 par semaine, des caricatures qui n'ont pas eu l'occasion de passer. Comme par exemple, cette année, tout le monde décède. Hein, depuis le mois de janvier, on l'a vu. Hein, chaque fois que quelqu'un meurt, ben, la caricature que j'avais commencé à disparaître, il faut que j'en fasse une nouvelle. Fait que ça, cette année, il y en a eu plusieurs. Donc, c'est un peu ça. Ce qui arrive avec les laisser de côté. Oui. Charlie Hebdo, oui. Non. C'est parce que... Oui, mais c'est sûr que Charlie Hebdo, ça a été un électrochoc pour tout le monde, pour tous les dessinateurs, parce que c'était une attaque à l'intérieur même. On voyait des attentats loin, en périphérie, à l'extérieur. Tout ça, mais là, c'était au cœur même, on pourrait dire, de la liberté d'expression, des représentants les plus ultimes. Parce que vous voyez, Charlie Hebdo, je n'étais pas un lecteur de Charlie Hebdo, je ne suis pas amateur de leur humour, mais je trouvais essentiel le travail qu'ils faisaient. C'était des gens qui étaient au front, qui défendaient la laïcité
complète et une liberté d'expression complète. Et il disait, il faut que quelqu'un l'affirme, cette liberté-là. Nous, on le fait, et c'était très, très courageux, mais on ne pensait pas. Il y avait quand même des menaces. Puis quand il y a eu les attaques, tout le monde dit, ah ben écoute donc, les menaces ont été mises à exécution. Et ça a ébranlé tout le monde. Et même quand ils ont voulu reformer la nouvelle équipe avec Charlie Hebdo, ils ont eu énormément de difficultés à trouver des collaborateurs. Et les gens disaient, est-ce que je suis obligé d'aller au bureau? Est-ce que je suis obligé de signer de mon nom? Il y avait quand même... Et c'est vrai que en France, plus qu'ici, les terroristes ont gagné une partie, quand même. Il faut l'avouer. Il y avait un texte, je mets dans le Devoir, d'Odile Tremblay, très bon samedi. Elle racontait les festivals comme le Festival de Cannes, le Festival d'Avignon, qui étaient des festivals de la liberté, des échanges entre les nations. Tout ça, là, maintenant, c'est des festivals de la police. C'est pas compliqué. C'est plein de policiers, c'est plein il y a quelque chose qui s'est perdu, l'âme de la liberté là-dedans. Il y a quelque chose qui s'est éteint un peu. Et ça, c'est ce qui est dommage. Et ça a perduré encore. Dans mon travail, ça ne me touche pas, parce qu'avant les événements de Charlie Hebdo, je n'avais jamais même pensé dessiner Mahomet. En fait, moi, mais je critique davantage la religion catholique, parce que c'est celle dans laquelle je suis né, c'est celle que je connais. Je n'ai pas lu la Bible, mais je suis quand même, on m'en a parlé beaucoup dans mon enfance. Donc, je suis capable de jongler avec ça, mais une religion que je ne connais pas, comme je ne ferai pas de caricature sur le bouddhisme, ou sur l'islam, ou sur le protestantisme, je ne les connais pas. Par contre, je faisais des caricatures sur les attentats terroristes. Bon, ça, c'est... Mais donc, je n'étais pas visé directement. Alors qu'eux attaquaient vraiment, pas attaquaient, mais vraiment visaient l'islam, visaient le Coran, visaient Mahomet. Donc, ils étaient beaucoup plus exposés, là. Mais je dois dire qu'effectivement, les terroristes, actuellement, on peut dire qu'ils ont gagné quand même du terrain, là, au niveau idéologique, au niveau symbolique. Oui? Non, quand je fais la peinture, j'ai le goût de décrocher de la satire. C'est drôle parce que je ne me destinais pas vraiment vers la satire. Moi, je voulais faire de la peinture. Je voulais. Puis je ne suis pas comme une bête politique comme mes collègues, par exemple, qui lisent les journaux, qui sont les mains. J'aime l'actualité, j'aime ce qui se passe dans la société, mais je ne suis pas un caricaturiste des gens de pouvoir, beaucoup. Contrairement à Serge Chapelot, par exemple, si vous connaissez son travail. Par exemple, s'il y a une caricature, il y a un nouveau projet de loi dans le domaine de la santé quelconque, c'est sûr que Serge Chapelot va dessiner le ministre de la Santé, c'est sûr. Moi, je dessine probablement un patient, un médecin ou une infirmière. Dans ce sens-là, je suis plus un caricaturiste social, je m'intéresse plus. Ce que j'aime de la caricature, c'est que ça rapproche le politique des gens. Ce que je veux montrer, c'est que la politique est prise au Parlement, mais elle a des applications, elle a des retombées dans le quotidien de tout le monde. C'est ce que j'aime faire en caricature, c'est vraiment incarner la politique dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Et la satire, des fois j'ai l'impression que je fais une satire aussi beaucoup de la vie sociale, de la perception que les gens ont de la politique. Dieu sait qu'actuellement la perception est très très négative. Et j'essaie de faire des caricatures qui n'alimentent pas ce côté, le cynisme des gens. Je trouve que les gens sont beaucoup trop cyniques, ont une vision beaucoup trop noire de la politique. Je regrette ça parce que effectivement, il y a eu la commission Charbonneau et tout ça, mais si on compare un peu à l'époque de Duplessis ou si on compare à d'autres pays, Dieu sait qu'on est quand même... on n'est pas dans la même... Je lisais un livre encore récemment à l'époque. Bon, ouais, si vous avez écouté Séraphin, vous avez quand même vu à la télévision comment ça se passait, la politique à l'époque. Donc, je pense qu'on a quand même fait un bout de chemin. Je ne comprends pas que les gens soient si cyniques que ça par rapport à la politique. Ça, je trouve ça dommage. Ben, oui. Non, non, elle... Oui. Oui, oui. Absolument. Absolument. Il y a des... puis moins maintenant parce que je suis plus prudent. Mais je suis toujours en caricature. Maintenant, quand je fais une caricature, je m'assure de viser la bonne personne, de vraiment, là, puis quand je fais un dessin, je regarde, je me dis, est-ce que j'atteins l'objectif que je veux? Est-ce que je vise? Est-ce que c'est vraiment la dénonciation que je veux faire? Est-ce qu'il n'y aura pas des dommages collatéraux, par exemple? Est-ce que je n'ai pas trop généralisé en faisant ce qui est... Parce que c'est arrivé à cause d'une caricature que j'ai faite il y a longtemps, il y a une dizaine d'années, dans un CHSLD, sur la Rive-Sud, il y avait eu de la brutalité par rapport à un bénéficiaire, tout ça. J'avais fait une caricature, puis
malheureusement, ma caricature pouvait laisser sous-entendre que tous les employés de ce centre-là avaient des comportements répréhensibles. Et il y a une dame en pleurs qui m'a appelé, qui travaillait là-bas, puis ça m'avait vraiment... puis je le sentais. En voyant la caricature le matin, je me disais, ouh, palais, j'aurais dû dire certaines personnes, j'aurais dû mettre une nuance dans le texte, j'aurais dû... Puis elle m'a appelé, puis elle tombait justement au moment où je sentais que j'avais cette fameuse culpabilité dont vous parlez. Je la ressentais déjà, et là, elle est venue alimenter ce malaise-là. Et ce jour-là, je me suis dit, il faut vraiment, vraiment bien s'assurer et des fois, je vais vérifier auprès des collègues. Je fais une caricature, d'après vous autres, est-ce qu'on pourrait l'interpréter? Est-ce qu'on pourrait... si je fais des caricatures sur les femmes, par exemple, je vais toujours voir mes collègues féminines pour vérifier. Est-ce que ça peut être vu dans le mauvais sens? Ou, des fois, elle me dit, oui, pas sûr, donc je l'enlève, je reviens. Oui, parce qu'il ne faut pas que ça soit gratuit. Hein. Quand on attaque comme ça, il faut qu'on mette en lumière quelque chose. La caricature, c'est exagéré, pas pour le plaisir, c'est exagéré pour mettre en lumière un aspect que tout le monde doit voir parce qu'on pense qu'il faut le mettre en lumière. Et il ne faut pas se tromper. Donc, oui, je suis assez prudent là-dessus. Mais il y a des fois que je ne suis pas sûr. Le lendemain matin, j'ouvre le journal, puis là, j'attends voir les réactions des gens. Tu sais, ça passe pas. Tu sais. Mais ça va mieux, c'est assez. Je suis plus prudent. Mais pour parler des politiciens de la caricature, parce que je voulais en parler au début, les politiciens, il y a quand même des gens qui nous appellent aussi des fois. Je me rappelle, je le raconte souvent, cette histoire-là, parce que ça a marqué mes débuts comme caricaturiste. Je suis rentré en 97, ça doit faire 2 ans. Je faisais 2 ans que j'étais là, peut-être 1 an, c'est au tout début. Puis j'ai fait une caricature sur les syndicats, sur les syndiqués, et était un peu méchante. Vous savez, quand on dessine les syndiqués comme des gens un peu à côté sur la pelle, qui regardent le trou en se demandant qui va creuser, puis c'est un peu, un peu un cliché, là. Puis le téléphone sonne vers 9 h le matin, je décroche, c'est Michel Chartrand au téléphone. Puis dès le départ, ça n'a pas pris 1 seconde, mon hostie d'enfant de chienne, tu sais. Je vous jure, ça a duré 10 minutes, là, c'était... J'étais rouge, je ne savais plus quoi faire. Mais sauf que pendant qu'il parlait au début, je me demandais, c'est qui de mes copains qui est en train de l'imiter? Mais je connaissais personne qui veut l'imiter aussi bien. Tu sais, là, je me rendais compte, c'est réellement lui. Puis tu travailles pour l'Hostie de Desmarais. Là, je faisais partie de la gang, puis que André Pratt, puis tout. Puis au bout de 10 minutes, il part à rire. Il dit, Hostie qui était bonne. Il dit, mais en fait, il aimait ça quand je faisais des caricatures sur les syndiqués et les syndicats. Ça le faisait rire. Puis à un moment, il m'appelait à peu près aux 3-4 mois quand il y avait une caricature. Puis à chaque fois, c'était un plaisir. Hein, il était vraiment charmant, là, il rigolait. Quand il y avait des caricatures sur la religion, il appelait tout le temps aussi. Il était très croyant. Puis ça, mais il aimait ça que je fasse sur la religion. Il était comme, contrairement à des gens qui militaient pour lui, quand je faisais une caricature contre les syndicats, ils m'appelaient. Eux autres, ils m'engueulaient pour le vrai, là, tu sais. Alors que Chartrand, lui, trouvait ça drôle. Puis d'autres politiciens, qui, par contre, comme Daniel Johnson, m'avaient vraiment magané durant le verglas. Vous vous souvenez, la crise du verglas? Là aussi, j'avais été un peu injuste, vous parlez de culpabilité, mais là, je ne savais pas. Durant la crise du verglas, on voyait tout le temps Lucien Bouchard avec le président d'Hydro-Québec. Vous vous souvenez, les cols roulés, là? Bon, on les voyait partout. Mais on ne voyait pas Daniel Johnson, nulle part. Puis j'ai fait une caricature, c'était « Où est Daniel Johnson? » Puis on voyait Daniel Johnson dans son bain qui était gelé, avec une brosse comme ça. Puis il y avait un petit canard dans le bain, puis il était mort gelé. Il n'était pas mort, mais il était gelé dans son bain. Puis bon. Ça l'avait vraiment blessé, parce que Daniel Johnson, il faisait du bénévolat, puis il avait décidé de ne pas se faire de capital politique sur la crise du verglas. Il avait décidé de travailler dans son coin, d'aider les gens, tout ça, et ça l'avait vraiment blessé. Puis il a appelé au journal, il ne m'a pas appelé moi, il a appelé en haut. Puis ça a l'air que le vocabulaire qu'il a employé, on m'en a parlé, c'est pas ce qu'on entend d'habitude quand on voit la télévision. C'est pas exactement ça. Mais là où j'ai été méchant, c'est que le lendemain, je suis revenu pendant 4 ou 5 jours avec la baignoire, comme ça. Mais parce que c'est pour montrer qu'on a un certain pouvoir, qu'ils n'ont pas le pouvoir complètement sur nous autres, les politiciens. C'est que le droit à la satire, c'est un droit qu'on a, c'est un droit qui est reconnu par les cours suprêmes. Quand je le dessinais dans le bain, je ne prétendais pas que c'était vrai. J'illustrais une question que les gens se posaient de façon méchante, mais bon, c'est ce que je faisais. Un autre politicien aussi, c'est Guy Chevrette. Vous vous souvenez de Guy Chevrette? Je dessinais toujours très, très petit. Puis quelqu'un était venu me voir au Salon du Livre me dire que M. Chevrette n'aimait pas ça.
OK, j'ai eu le message, je m'en fous. Puis à un moment donné, je vais au centre d'achat, puis je tourne un coin, j'étais en face de M. Chevrette. Bien, il était plus petit que dans mes dessins, je vous jure. Fait que là, je l'ai rapetissé encore. Fait que... Mais... Ça fait que finalement, on a un rapport, mais j'évite de connaître, j'évite les rencontres avec les politiciens. Je ne suis jamais allé à l'Assemblée nationale. À chaque année, on me dit « Ah, tu devrais venir, on va te présenter. » Je ne veux pas les connaître, je ne veux pas le savoir. Enfin, généralement, ils sont fins, comme je vous disais tout à l'heure, ils sont bien fins avec les caricaturistes, comme s'ils veulent essayer de... Il y a quand même quelqu'un hier qui est venu faire son lobby pour M. Labaume. Là, puis, « Ah, il est tellement fin, M. Labaume, il est tellement gentil. » À un moment donné, bon, je veux qu'on... Donc, je garde des distances, puis je trouve ça parfait comme ça. Puis quand on se rencontre, c'est très bien. Puis, donc, la relation avec le pouvoir des caricaturistes, c'est très loin. Je ne sais pas si quelqu'un a encore une question. Oui? Si, par exemple, vous touchiez un sujet très sensible, oui, ça arrive souvent. le pouvoir politique pourrait, par l'intermédiaire de votre patron, vous faire abandonner, comme ça s'est passé chez Hebdo, par exemple. Oui, je vais répéter les questions. Ouais. Et j'ai dit, le caricaturiste Céline, Oui. qu'il avait fait une caricature sur un sujet très sensible qui était un tabou. Le sionisme, il avait fait une caricature de fils Sarkozy qui disait qu'il fera son chemin sur les petits tout comme son père. Parce que le fils Sarkozy, merci, le fils Sarkozy était fiancé à une riche héritière sioniste. Et c'est né, il a été congédié à la demande du gouvernement. Il a été congédié, et parce que vous savez très bien que Charlie Hebdo, on parle beaucoup de liberté d'expression, mais c'est discutable. Hein? Ils avaient des tabous. Ouais, ils avaient des cibles. Ouais. Charlie Hebdo avait des cibles, mais ils avaient des tabous. Et alors, ils n'étaient pas politiquement neutres. Ouais. Ça ne se dit jamais. Je sais, mais dans l'affaire Charlie Hebdo, je n'entrerai pas dans les détails parce que c'est très complexe. Il y a beaucoup de choses relationnelles là-dedans. Hein. C'est des gens... bon. Mais madame me demande si je faisais une caricature sur un sujet sensible, si mes patrons pouvaient... des gens pouvaient intervenir auprès de mes patrons pour que je perde mon poste ou... absolument pas, parce qu'on n'a pas la même structure de travail. Moi, quand je fais des esquisses le matin, je vais revoir le rédacteur en chef. Ensemble, on regarde les esquisses, puis on choisit l'esquisse qui nous semble la plus pertinente. Puis c'est toujours savoir la plus efficace, la plus drôle, celle qui est bon, qui va le... Parce qu'en caricature, le timing est important. Alors, la bonne caricature au bon moment, le bon jour. Puis on choisit... Une fois que le dessin est choisi, que le rédacteur en chef, ou c'est moi qui le propose, il dit « oui, c'est correct », je suis défendu complètement. S'il y a des plaintes, quoi que ce soit, ils m'ont toujours défendu. Puis Dieu sait qu'on en a eu des plaintes. Hein. Ils vont toujours prendre ma défense, ils vont écrire des lettres, ils vont aller au conseil de presse. Parce que dans la structure qu'on a au journal, j'ai mon poste, je suis comme un chroniqueur, comme Foglia ou d'autres, j'ai mon espace. Puis eux, ils assument le fait que j'ai un droit à une certaine liberté, j'ai le droit à une certaine marge de manœuvre. Puis même si je faisais quelque chose qui heurte le public ou heurte certains groupes sociaux, ils l'assument et ils vont le défendre. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est même l'inverse. Je vous dis qu'on en a eu beaucoup des groupes catholiques, extrémistes, qui ont envoyé des pétitions de 700-800 noms, qui ont fait des téléphones, qui n'ont pas arrêté, puis ils ont toujours... Non, c'est pas l'affaire de... Donc, je ne voudrais pas entrer sur cette nuance-là, mais je vous parle de la structure au journal. On défend mon travail. Okay. C'est pas la question, madame. Je n'ai jamais fait une caricature sur je vous parlais de l'islam tout à l'heure. Je ne veux pas faire des caricatures sur le sionisme. S'il y avait des écoles juives à Québec, c'est sûr que j'aurais fait une caricature. Ce qui se passe à Montréal, dans les écoles juives, c'est sûr que s'il y en a demain matin, il y a ce débat-là, je vais faire des caricatures là-dessus, puis je suis sûr que mes patrons vont m'appuyer à 100%. J'ai même pas l'ombre d'un doute, mais absolument pas. Puis j'ai fait des caricatures avec des tresses, puis on a eu des téléphones au journal. Je me suis plus, j'avais des dessins politiciens avec les tresses juives, puis on avait des téléphones. J'ai pas de doute là-dessus. Même pas l'ombre d'un doute là-dessus qui va prendre ma défense, peu importe ce que je fais. Ça, je peux vous assurer de ça. Est-ce qu'on a une autre question? D'accord. Bien, merci beaucoup pour cet échange.
Alors, un grand merci à André-Philippe Côté et à vous tous aussi, puis je vous souhaite une bonne soirée. Voilà.